en fait, je voudrais juste peut-être commenter un petit peu ce titre d'habiter la ville aujourd'hui. Je crois qu'il y a une chose qui est importante peut-être de retenir, enfin en tout cas pour moi, c'est que au fond, la question d'habiter la ville aujourd'hui, elle s'articule autour d'une autre question qui pour moi est beaucoup plus cruciale, c'est quelle réponse en fait on va apporter aux mutations des territoires, avec finalement au fond en tête une espèce de formidable évolution quand même malgré tout des modes de vie, et qui pour le moment, en tout cas en France, ne sont absolument pas ou peu ou difficilement suivi d'effets par rapport effectivement à ce qu'on peut proposer comme mode d'habiter, mode de travailler, ou en tout cas mode de vie urbain de qualité. Donc au fond finalement peut-être que réfléchir à cette thématique, eh bien c'est peut-être avant tout réfléchir aux populations, c'est peut-être un petit peu finalement définir un peu plus l'image des communautés actuelles, mais aussi des communautés futures auquel finalement on s'adresse au travers le projet urbain et architectural. Alors, je voudrais aussi préciser une chose, c'est qu'en fait, peut-être que il ne faut pas oublier que la quantité de logements ne fera pas la ville. Et ça, je crois que c'est important à un moment où effectivement on a un problème de quantité de logement, un problème de pénurie de logement. Ne pas oublier que finalement, au fond, fabriquer la ville, eh bien c'est un quartier, c'est pas quelque chose qui se décrète, pas plus d'ailleurs que de fabriquer un bon logement. Donc il faut, pour les réussir, il faut pouvoir finalement donner un peu toutes les conditions, à la fois au quartier, à la fois aux aménagements, aux abords des logements, toutes les conditions pour que les habitants actuels, futurs, puissent véritablement s'approprier les lieux et puissent finalement faire vivre le quartier, parce que finalement, in fine, eh bien, ce sont eux qui vont investir les lieux, se les approprier et finalement réussir les quartiers. Donc, je pense ce qui est intéressant peut-être pour moi dans cette j'allais dire confrontation, c'est pas une confrontation, être entre les Pays-Bas et la France, c'est de s'apercevoir au fond qu'est-ce qui différencie la France et les Pays-Bas, qu'est-ce qui fait qu'aux Pays-Bas il y a il y a eu de telles mutations, il y a eu de telles avancées en matière de logement, et pourquoi est-ce qu'en France, au fond, je me disais, eh bien, ça fait 10 ans, 10 ans de cela, j'étais invitée, à peu de choses près, c'était la même thématique, le logement, France-Hollande, dans le cadre, c'était à l'Arsenal, dans le cadre donc du PLU, donc pour réfléchir au logement, et là encore comparer le logement néerlandais et le logement français, qui était déjà nettement en avance. Et puis entre deux, il y a eu également aussi plateforme logement, toujours à l'Arsenal, qui s'est posé aussi la question effectivement du coût du logement. Donc en fait, on voit bien que on peine quand même énormément en France à faire du logement le levier principal en fait du renouvellement urbain. Donc ce sont évidemment des attitudes différentes. Et puis, une chose qui m'interpelle aussi, c'est que finalement, au fond, la pénurie de logements actuelle en France me renvoie à une situation qui était une situation de la Hollande il y a, dans les années 90, donc ça fait une vingtaine d'années, et où Adrien Dreuze avait fait une installation de 800 000 maisons, donc maquettes, au NAI, et ça s'appelait Il était une fois une maison en Hollande. Ceci pour répondre à quoi? Ceci pour répondre à une décision en fait de l'État néerlandais en 1989 devant la pénurie de logements, qui était la construction de 800 000 logements en 10 ans, donc de 1995 à peu près à 2005, à l'intérieur du Randstad. Donc le Randstad, c'est cette métropole polynucléaire entre Amsterdam, donc qui rassemble les 4 villes les plus importantes de Hollande, articulées autour du Roonerhout, le cœur vert de la Hollande, et où finalement la question s'est posée de construire ces 800 logements en
en un temps très court, très, très, très record. Donc, s'est mis en place un plan qui est connu sous le plan de plan Vinex, qui donc est c'est un supplément en fait à un protocole de planification urbaine, mais qui dans la planification urbaine prévoit véritablement l'ensemble des logements qui vont être construits à 10 ans, 20 ans, 30 ans, etc. Et ce plan, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce plan a suscité une véritable plateforme de débat, aussi de posture critique, bien sûr, pour finalement s'attaquer à tout ce qui tourne autour de la question du logement, autour de la question des quartiers, que ce soit celle de la croissance, de l'expansion, bien sûr, sans fin, de l'étalement urbain ou des villages, d'ailleurs, qui grignotaient cet espace vert très fort, la monofonctionnalité, l'absence de qualité, d'identité. Voilà, tout ça, finalement, le Vinex aura permis une véritable exploration en fait en matière de qualité d'habiter. Alors bien sûr, il y a eu des dérapages, il y a eu à un moment donné, surtout en fin d'application du plan, une certaine dérégulation et certains abus aussi parfois du secteur privé qui finiront dans les dernières années par presque finalement prendre la main sur les pouvoirs publics. Mais malgré tout, au-delà de ça, eh bien, ce sont toutes ces recherches, je dirais, opérationnelles absolument enthousiastes qui ont été réalisés autour de ces questions de la densification, je dirais même presque de l'hyperdensification, de l'innovation en matière de logement, de typologie. Il y a vraiment une ouverture, on a vraiment ouvert la voie sur des nouveaux concepts d'habitat, des avancées spectaculaires qui, je crois, sont finalement, au jour d'aujourd'hui, je crois que c'est encore complètement inégalé en Europe. Alors, bon, je parle même pas de l'état du logement en France. Donc, je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs, on voit bien cette aura dépasse complètement les Pays-Bas. Voilà, donc c'est finalement dans cette dynamique-là qu'on a réfléchi, on a travaillé sur le projet de Zandwerf, qui est la reconversion d'un site industriel en quartier résidentiel, et où effectivement on a proposé une densité qui est multipliée par 3 en fait en réalité au départ la densité de base. Donc c'est ce plan-là qui nous a permis en fait d'aller au-delà finalement de ce qui était permis à l'époque. Alors, j'ai presque envie de poser la question, de dire, mais alors bon, il était une fois le logement en France, parce que finalement, peut-être qu'au fond, on peut se dire que cette pénurie de logement en France, eh bien, ça va peut-être nous permettre, eh bien, d'explorer nous aussi ici. Tout un tas de nouvelles recompositions des quartiers à partir de nouvelles stratégies, de nouvelles façons de travailler aussi entre les différents partenaires. Et puis finalement de repositionner le logement vraiment au cœur de toutes les questions urbaines. Et je pense que ça pourrait même être véritablement peut-être au fond une chance pour le logement en France, une chance pour les quartiers, une chance pour l'évolution de la ville, que de pouvoir enfin réfléchir sur des logements qui soient en cohérence avec notre époque, avec des évolutions et effectivement de remettre en question un certain nombre de choses, y compris un certain nombre de réglementations. Donc encore faudrait-il effectivement non seulement couvrir la demande de logement, qui bien sûr est nécessaire, mais saisir véritablement cette opportunité en fait pour innover. Alors l'une des attitudes qui marque peut-être aussi beaucoup la différence, une grande différence entre les Pays-Bas et la France, c'est la façon dont au fond on va essayer toujours d'imaginer l'espace social avant d'imaginer finalement l'espace sécuritaire. Moi je suis toujours frappée parce qu'en France finalement ces contraintes et ces impératifs d'ordre sécuritaire deviennent tellement prégnants qu'on finit par on construit un logement
logement, on va commencer déjà par penser aux digicodes, aux interphones, aux grilles, aux appareils de vidéosurveillance. Et finalement, on finit presque aussi par, ça débouche aussi sur d'autres choses, et qu'on voit aussi par exemple des halls à double entrée qui sont interdits parce que on ne sait jamais, on pourrait être attaqué. Et finalement, tout ça, c'est complètement à l'inverse de ce qui se passe aux Pays-Bas. Cet appauvrissement en fait des espaces de transition est complètement, on le voit bien, a des impacts absolument déplorables sur les qualités de l'habité de la ville. Et je pense que les Pays-Bas ont complètement saisi ces questions-là, puisque effectivement, ils vont proposer plutôt des réponses autres où on va renforcer les espaces collectifs, les espaces extérieurs. On va programmer aussi à l'intérieur même des îlots, finalement, au fond de l'usage. On va s'occuper finalement de donner des espaces extrêmement généreux entre les espaces de transition entre la rue et le logement. Donc on les considère, ce sont presque comme des lieux finalement, des lieux de rencontre, des lieux où finalement on va pouvoir avoir une relation de voisinage peut-être un peu plus agréable que celle qu'on peut avoir dans les petits halls que l'on peut trouver très souvent malheureusement en France dans nos logements. C'est aussi effectivement penser aux abords, penser à l'animation et penser véritablement ces lieux comme des espaces de vie, des rues, des lieux où finalement peut-être de façon assez paradoxale, eh bien, l'espace est complètement ouvert et pourtant il est complètement, je ne sais pas si ça se dit en français, sécure, il est complètement sûr. Et pourquoi? Parce qu'en fait, en réalité, il est géré quelque part à un moment donné, naturellement, par, eh bien, par le social. Donc, c'est une sorte de contrôle, entre guillemets, social qui assure la sécurité. Et paradoxalement, on se sent beaucoup plus en sécurité dans ces espaces-là que dans des logements où on a une série de 4 digicodes, etc. Où je pense qu'on ne fait que renforcer le sentiment de l'insécurité. Alors, dans une attitude similaire, sur un projet donc à Lyon Confluence, on a imaginé justement, et bien évidemment, vous pouvez penser que ça n'a pas été si simple, d'amener notre maîtrise d'ouvrage à penser un hall d'entrée comme un espace en fait, un espace de vie, un espace collectif, un espace partagé, un lieu où il va pouvoir y avoir effectivement des enfants qui jouent, où il va pouvoir y avoir de la vie. Donc les parcours, il y a vraiment une notion de réflexion sur le parcours en fait. Comment est-ce qu'on passe, comment est-ce qu'on accompagne en fait la transition de la rue jusqu'à son logement de façon douce, de façon à créer et à susciter, encore une fois, à placer les conditions d'une convivialité. Le deuxième attitude, donc, qui concerne effectivement l'approche environnementale, les Pays-Bas ont opté pour une approche environnementale et thermique depuis déjà fort longtemps, mais je dirais elle est équilibrée. Alors, qu'est-ce que j'entends par équilibré? C'est-à-dire qu'on va plutôt que de passer par l'interdit, plutôt que de passer par la performance, l'hyper-performance à tout prix, on va travailler sur l'équilibre en fait du bâtiment, l'équilibre global, l'équilibre sensible par rapport à des paramètres qui sont des paramètres réels. Et ça, c'est une autre façon d'approcher en fait ces questions-là. Donc, par exemple, sur les questions qui sont, je trouve, en France, on assiste aussi, finalement, au fond, à quelque chose d'assez paradoxal. C'est qu'on confine les logements, finalement, maintenant, à une espèce d'ultra-confort, parce que d'abord, la demande actuelle est toujours plus forte en matière de... il faut une température constante, de l'eau à volonté, des équipements électroniques à foison. Et finalement, on arrive à... Un paradoxe, c'est que ces logements sont peut-être effectivement ultra protégés, mais cet ultra confort, cette isolation, super isolation phonique, thermique, visuelle, fait que finalement on arrive à créer une sorte presque, j'allais dire, d'isolement social. Donc
on perd finalement cette porosité qu'on peut avoir par rapport au quartier, par rapport à la ville, par rapport aux saisons, par rapport à tout simplement la qualité de l'habitat. Effectivement, au travers la contrainte eh bien environnementale, on a offert en fait une double peau entièrement au bâtiment qui permet finalement au fond peut-être de répondre à la question qui se cache derrière ces demandes un peu contradictoires des habitants. Eh bien peut-être qu'au fond ils veulent des logements qui n'imposent pas véritablement le mode de vie, des logements qui vont leur offrir à la fois la possibilité d'être complètement en osmose avec l'extérieur, d'être poreux au bruit ou à tout ce qui s'y passe, et puis en même temps par moment de pouvoir aussi complètement être dans un espace beaucoup plus protégé. La même chose aussi avec bien évidemment les températures. Bref, pouvoir choisir finalement au fond peut-être le temps et le lieu de la convivialité, et puis le temps et le lieu de l'isolement. Un autre point qui est intéressant aussi, je trouve, sur la façon dont les Pays-Bas abordent les questions et de contraintes et de risques. Là aussi, effectivement, en France, et on le voit bien, hein, à la faveur donc, des nouvelles lois sur l'eau, des réflexions qui sont en cours pratiquement dans toutes les villes sur la question de l'inondabilité, on voit bien comme, au fond, en France, on est tellement dans un système où on est dans l'hyperprotection, qu'au fond, eh bien, on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est que toujours se protéger encore plus. Aux Pays-Bas, bon, bien entendu, on travaille avec l'eau, et ça depuis fort longtemps. Et cette osmose, finalement, entre terre et eau, eh bien, ne gèle absolument pas la construction. Au contraire, on s'est ouvert d'autres perspectives sur des modes d'habiter sur l'eau, au bord de l'eau, et ça, même au cœur des villes. Donc, finalement, au fond, peut-être que cette idée qui consisterait peut-être à retourner les contraintes en avantage, finalement, à se saisir des handicaps pour en faire des opportunités, eh bien peut-être que c'est quelque chose qui peut être aussi extrêmement moteur dans la façon dont on va aborder la vraie question, la question du logement et la question de construire des logements et des quartiers maintenant en France. Donc on en a parlé beaucoup ce matin. C'est vrai que l'un des points importants et d'une grosse différence effectivement sur le logement entre le Pays-Bas et la France, eh bien, ce sont bien sûr les coûts. Alors, les coûts de logement, et depuis donc, effectivement fort longtemps, hein, et ces coûts sont importants puisque on s'aperçoit quand même malgré tout, et c'est la question qui continue d'être posée, pourquoi est-ce que le logement français coûte beaucoup plus cher, alors non seulement que le logement néerlandais, mais beaucoup plus cher que l'ensemble de ses voisins. Il est plus cher que le logement espagnol, allemand, enfin il est beaucoup plus cher. Donc il y a quand même quelque chose qui quelque part ne va pas, et ce sont des questions, si on veut véritablement s'attaquer à une sorte de renouvellement aussi au niveau des typologies, au niveau des quartiers, au niveau de l'habiter en ville, ce sont des questions qu'il faut absolument qu'on arrive à aborder, à lever et à résoudre. Alors les Pays-Bas évidemment offrent, bon voilà, ils travaillent déjà sur des systèmes, des systèmes, quelques pistes en fait qui pourraient être des pistes pour la France. Aux Pays-Bas, tous les logements, quels que soient les logements sociaux, les logements secteur libre, tous les logements sont fabriqués sur la base de systèmes tunnels, donc systèmes constructifs, rationnels, économiques. Ces systèmes donc étaient utilisés en France dans les années 60, que la France, parce que la France a souvent des problèmes, un problème avec sa modernité, a balayé, quelque part on ne veut plus en entendre parler, et pourtant, ce système en fait de construction offre quand même des logements qui sont 20 à 30% moins chers
que les logements français. Donc c'est une vraie piste sérieuse et n'arrête absolument pas, on l'a vu, n'entrave absolument pas les qualités qu'on peut trouver à l'intérieur du logement, les qualités donc de volume, la flexibilité dans l'agencement de ces logements, etc. Donc je pense que c'est une piste extrêmement importante et c'est vrai que je m'étonne que ou pas, on aura peut-être l'occasion d'en parler, peut-être qu'on touche un peu trop à certains lobbying au niveau des grosses œuvres, je ne sais pas, il y a quelque chose qui ne passe pas, mais en tout cas, c'est un mode de construction qu'on n'arrive pas à faire passer en France. L'autre chose aussi, qui est intéressante finalement, et qui est aussi une piste, c'est que les logements sont livrés avec des prestations intérieures extrêmement basiques, réduites. Le logement est propre, clean, mais on n'a pas la peinture, le carrelage, les cuisines. Finalement, toutes ces prestations que les habitants vont s'empresser de remplacer et qui sont quelque part de l'argent jeté par les fenêtres. Donc, ça permet d'abaisser le coût du logement. Ça permet aussi, donc, bon, effectivement, bon, il peut y avoir, certains promoteurs le proposent, ils le font un petit peu à la carte, en plus, mais c'est aussi, ça fait aussi partie des pistes qui sont intéressantes. Et puis, bien sûr aussi, un accompagnement au niveau de la réglementation pour permettre que le coût du foncier en centre-ville soit rentabilisé au maximum par de la compacité, par de la densité, par de la hauteur. Donc, ça permet aussi effectivement de pouvoir construire plus et rentabiliser mieux les logements et donc abaisser le coût du logement aussi unitaire. Et puis, il y a aussi des modes de travailler qui, je crois, quelque part, favorisent aussi peut-être bien le fait qu'on trouve des solutions en termes de coûts. Alors, c'est vrai pour effectivement la façon dont les maîtres d'ouvrage privés et publics peuvent travailler complètement ensemble et montent véritablement des consortiums qui leur permettent aussi d'avoir des financements groupés. C'est aussi une façon bien, de pousser à cette mixité aussi sociale, j'y arrivais, puisque effectivement on allie dès le départ, on lie à la fois le logement social et le logement privé. Et puis il me manque une dia. Bon, bah, c'est pas grave. Curieusement, la diapositive voilà, qu'on ne verra pas, c'est celle qui parlait d'un point qui me tient à cœur et je pense que c'est un point qui est important, c'est celui de la bonne entente entre maîtrise d'ouvrage, architecte, entreprise. Et ça peut sembler un petit peu curieux de le ramener là au niveau dans cette question des coûts de construction et des coûts du logement. Mais je pense qu'elle est extrêmement importante. Et ce matin, on l'a vu dans l'un des exposés. En fait, le fait de ne pas avoir à chaque fois à chaque phase refaire le projet, d'avoir un véritable lien en fait qui unit l'ensemble, où chacun finalement comprend que au fond l'intérêt est le même. Et je pense qu'il y a une sorte de respect mutuel des uns et des autres qui fait que on va avancer beaucoup plus vite, on va avancer plus vite dans les décisions, on va perdre moins de temps, on va être beaucoup plus efficace. Ce matin, quelqu'un a parlé d'efficience. Et c'est vrai que je pense que le système français en manque énormément. Et puis, bien sûr, il y a aussi le fait de pouvoir s'autoriser, et ça c'est quelque chose qui est important, de pouvoir s'autoriser une véritable liberté de conception. Et même effectivement par rapport à des questions de normes ou de réglementation. On a parlé aussi beaucoup ce matin effectivement de ce poids en France de la norme et de la réglementation. Donc oui,
c'est vrai qu'il y a ce poids. Il existe tout autant aux Pays-Bas. Mais je voudrais quand même rappeler, par exemple, sur cette opération, qui est une opération connue de Bornéo-Sporenbourg, eh bien que malgré des normes et des réglementations extrêmement fortes, puisqu'en fait, malgré tout, sur 2500 logements, la règle est forte, voire impérative, puisque ce sont non seulement les alignements urbains qui constituent la règle, mais aussi la trame, le système constructif, le choix des matériaux, quelques matériaux de base, le choix entre 2-3 types de briques et 2-3 types de menuiserie. Et puis on va même d'ailleurs jusqu'à Adrienne Reuss, qui est l'urbaniste de l'ensemble, va même jusqu'à donner une typologie qui est la typologie donc de patio sur 3 niveaux, qui va être déclinée par l'ensemble des 140 architectes qui vont intervenir sur le... Et on voit bien finalement eh bien que, au fond, peut-être qu'il n'y a pas que la norme et la contrainte de la norme et le poids de la norme qui fait qu'en France, le logement reste très contraint et très souvent reste dans un dessin normatif. Peut-être aussi qu'il s'agit de notre culture, peut-être aussi qu'en France, nous avons je crois peut-être cette comment dire, propension à vouloir aussi tout contrôler. Peut-être aussi qu'on a cette propension à avoir un dessin extrêmement précis qui finit par nous bloquer et par bloquer en fait cette espèce de liberté qui permet d'explorer et qui permet d'aller beaucoup plus loin, même quand il y a énormément de normes. Donc ceci me conduit bien sûr sur les typologies et les usages qui doivent bien entendu, il est essentiel que tout ça soit vaste et que au fond on puisse répondre aussi à toutes les demandes de logements contemporains qui ne sont plus ceux du logement haussmannien. Donc cela conduit effectivement à proposer des choses qui parfois peuvent être perçues par certains comme étant pour le coup du hors norme. Mais oui, il faut faire plus aujourd'hui, il nous faut plus de diversité, il nous faut plus d'innovation, proposer de construire effectivement sur des toitures terrasses à Paris Nord-Est. Il nous faut plus de flexibilité, se dire bon, on peut ouvrir complètement une façade, même avec des petits logements derrière. Ça permet effectivement de se projeter en fait sur le paysage. Et là aussi, on peut contrôler, on devient un acteur de son logement. Il faut plus de lumière. Et ça, effectivement, il faut pouvoir le concilier avec un autre équilibre environnemental à l'intérieur du logement. Plus de profondeur, ça aussi c'est une piste. Aux Pays-Bas, on construit, les logements il arrive d'avoir des logements qui sont sur des profondeurs de 16, 18 mètres. Et ça donne des logements extrêmement intéressants, qui permettent aussi d'avoir des façades complètement ouvertes. En France, c'est quelque chose qu'on a du mal à faire passer avec par pur a priori, en fait. Plus d'espace, des espaces qui communiquent, des espaces visuels, plus de volume aussi, qu'on peut donner même sur des logements plus petits. Le fait de donner du volume permet quelque part d'agrandir un peu son logement visuellement. Plus de vues, plus d'extérieur, plus d'usage aussi. Et puis plus de communautaire. Alors ça, c'est encore plus difficile à faire passer. Ces espaces qui sont ces espaces communs où finalement, au fond, on se dit qu'on peut profiter d'un espace un peu vaste, un peu large, pour l'offrir. C'est quelque chose qui effectivement est de l'ordre peut-être de la générosité, mais pour l'offrir, pour permettre que les habitants puissent organiser un événementiel, puissent installer quelques vélosports, puissent finalement, au fond, là encore, se réunir. Et c'est vraiment ce que j'appelle finalement asseoir un petit peu le cadre d'une vraie convivialité. Et puis aussi plus de collectifs, plus de lieux du collectif. Donc on sent bien d'ailleurs, dès qu'on pose toutes ces questions en France par rapport au logement, on se rend très vite compte bien que finalement il y a un certain nombre de pistes architecturales qui ont été complètement abandonnées et qui sont même devenues complètement tabous,
qui restent des sujets qu'on ne peut pas aborder. Donc 50 ans après, c'est toujours pareil, c'est-à-dire on n'a toujours pas digéré le modernisme et on ne peut pas parler, alors je vais prononcer les gros mots, coursive, tour, bar, dalle, communautaire. Ça y est, je l'ai dit. Et pourtant, mettre en commun finalement, au fond, ces espaces disponibles sur des coursives, dans la hauteur des tours, redonner des lieux du convivial, implanter, on l'a vu, au bas des en pied des bars, puisque j'assume l'idée de bars, des espaces qui sont des lieux du convivial, proposer en fait à la faveur de distribution un peu compliqué, proposer véritablement des dalles qui sont appropriables, des dalles paysagères qui permettent d'accéder à son logement par des jardins suspendus. On voit bien que finalement, au fond, tout cela est quand même quelque part propre à véritablement bien ancrer d'autres habitudes sociales, à véritablement aller dans le sens des évolutions des modes d'habiter qu'on voit, qu'on connaît, qui sont, je pense, de plus en plus attendus. Alors, pendant ces 50 dernières années, bien entendu, les Pays-Bas, eux, ont continué. Eh bien, ils ont continué à se nourrir de tout ce qui est un a priori en France. Ils ont continué, effectivement, à travailler sur les acquis du mouvement moderne. Ils ont continué en revisitant les modèles, en explorant aussi les échecs, en les reprenant, en leur donnant des nouvelles réinterprétations. Et surtout, finalement, en les faisant évoluer, fructifier, comme autant d'applications en fait, qui sont possibles sur la réflexion de recherche sur les nouveaux modes d'habiter. Donc je pense qu'il nous faut véritablement porter un autre regard sur ces formes urbaines des années 60, qui ont été peut-être un peu trop longtemps bannies. Et je pense que c'est une façon de se donner toutes les chances de revoir le logement, d'aborder le logement autrement, sans omettre en fait eh bien, toute cette part de modernité, toutes ces étapes successives de l'histoire de la modernité. Donc sur le quartier d'Iffarge, donc on est à Bègle, donc décidément Bègle est à l'honneur. D'ailleurs, voilà, on a eu Clément Blanchet qui nous a parlé donc de Bègle. Donc on est par rapport aux projets qui ont été présentés, on est en partie nord, on est en articulation avec, on a le boulevard Jean-Jacques Bosque, d'un côté Bordeaux, de l'autre Bègle, avec l'arrivée du tramway qui finalement a nécessité la démolition des trois tours. Et par contre, nous avons préservé, et on s'est battu pour cela, pour préserver les bars. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ces bars en U, eh bien, elles offraient aussi un potentiel intéressant de reconversion, de nouvelles approches, à la fois de typologie, mais aussi elles permettent eh bien, d'associer complètement, au fond, la mémoire en fait de ces quartiers et de ce qui est et de ce qui continue d'être, d'associer aussi ces bâtiments et leur vie sociale à eh bien à la métamorphose qui est en cours. Et cela passe aussi par la forme, aussi par la façon dont on va les associer finalement. On va associer ces bâtiments existants, ces modèles rejetés de bars, etc. Comment on va les associer, on va les remettre complètement, les replacer au centre de la dynamique de renouvellement du quartier. Donc là, c'est le plan urbain que nous avions proposé, qui est donc en réalisation, qui sera terminé 2015. L'un des points aussi qui il semble important de préciser, c'est les rez-de-chaussée. C'est-à-dire que le logement, c'est bien, on peut effectivement travailler sur les logements, on peut offrir des logements superbes, mais la place, ce que l'on va pouvoir apporter en termes de programme dans les rez-de-chaussée de ces bâtiments, c'est cela qui va faire le lien social, c'est ça qui va former les lieux, c'est ça qui va faire que le quartier, la convivialité et la qualité donc à l'intérieur de ces logements va prendre. Donc je passe très vite, je vois que là, oui, Frédéric Tania, me jette un œil noir, je vais très très vite. Il faudrait terminer. Donc voilà cette place qui donc
associe à la fois le bâtiment, la place, c'est aussi l'occasion de repenser quelquefois les espaces publics, les espaces collectifs sont dissociés. Il y a d'un côté les espaces publics, de l'autre les bâtiments. Là, l'ensemble forme un tout. Et c'est ce qu'on a voulu, c'est que les choses finalement au fond se développent, soient dans une continuité. Donc je passe très vite sur les bâtiments qui sont mis en place, qui explorent bien entendu des nouvelles typologies et qui permettent donc de créer ces liens aussi, ces liens visuels à l'intérieur des différents, enfin entre l'espace public et les logements. Des doubles pots, et puis bien entendu, comme dans tous les plans, les master plans, donc l'intervention des autres équipes d'architectes qui ont joué le jeu, qui ont joué le jeu aussi de ces blocs, qui ont joué le jeu aussi de ce travail sur la compacité, puisque c'est avant tout un travail sur une densité autrement, je dirais. Et là, donc, une deuxième barre qui en U, qui est donc restructurée et qui effectivement ne rappelle en rien la barre d'où elle vient. Et enfin, pour terminer, effectivement, le premier bâtiment qui est non seulement terminé, mais qui est maintenant publié, montré, et qui est celui de King Kong, qui effectivement a retravaillé donc la première de ces barres et a redonné finalement un sens à cette finalement à ce quartier Iffarge qui continue d'exister au travers de Terre-Neuve-Nord. Donc pour conclure, juste 2 mots, conclusion. Je crois que c'est la question du sens dans ce qu'on construit est importante. Pour moi, en tout cas, c'est une posture à laquelle je tiens. Peut-être qu'elle est liée aussi au fait que je pense que pour construire et travailler sur les quartiers, c'est avant tout une question d'engagement. Là encore, je voudrais peut-être faire juste une petite parenthèse sur ce qui se passe dans les pays du Nord, où finalement, quelquefois, bien la fabrication ou la planification de la ville peut apparaître ou sembler un petit peu conceptuelle ou théorique. Mais en fait, elle s'avère avant tout être beaucoup plus stratégique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle prend toujours appui sur le réel pour agir. Et ça, je pense que c'est une chose qui est importante, c'est-à-dire qu'ensemble, on prend des risques, on fait, même si on doit se tromper, on agit. Merci. Merci Tania, bravo.